Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour un module de formation sur le régime de l'auto-entrepreneur qui est le premier module d'un cycle de 6. Au cours de ces 6 modules, nous verrons donc le régime de l'auto-entrepreneur, les règles fiscales et sociales de ce régime, le cumul des activités pour un auto-entrepreneur, la déclaration de chiffre d'affaires de l'auto-entrepreneur, la retraite de l'auto-entrepreneur et le 6e module verra comment passer du régime de l'auto-entrepreneur à un régime réel. Alors pour entrer dans le vif du sujet, donc le régime de l'auto-entrepreneur, j'accueille M. Grégoire Leclerc, qui est consultant spécialisé en création d'entreprise. Bonjour. Bonjour. Alors justement, le régime d'auto-entrepreneur, est-ce que vous pourriez nous dire depuis quand il existe et puis nous dresser peut-être un petit peu le paysage de l'auto-entrepreneuriat en France aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors le régime de l'auto-entrepreneur existe depuis le 1er janvier 2009. Donc il fête ses 4 années d'existence finalement en 2013. Il a été institué par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 qui visait finalement à simplifier la création d'entreprise et apporter une certaine lisibilité à des dispositifs un peu lourds qu'on connaissait auparavant. Ce régime a rapidement connu un succès assez fort puisque aujourd'hui il totalise autour de 1 300 000 personnes avec un rythme d'inscription qui est globalement en rythme de croisière à 300 000 inscrits par an supplémentaires. Le paysage auto-entrepreneurial français, on va dire, est découpé aujourd'hui de cette manière. On a à peu près 35% de demandeurs d'emploi qui s'inscrivent comme auto-entrepreneurs pour essayer de créer eux-mêmes leur propre emploi, ou en tout cas générer une activité complémentaire en attente de retrouver un emploi. On a à peu près 30% de salariés ou de fonctionnaires qui recherchent avec le régime de l'auto-entrepreneur un revenu complémentaire, une passion à valoriser ou pour certains un projet à tester avant peut-être de changer de vie. Et puis on a dans l'auto-entrepreneuriat des populations un peu moins représentées mais qui sont malgré tout quand même en forte croissance, comme notamment les seniors et les retraités, qui ne représentaient que 3% des auto-entrepreneurs en 2009, qui représentent aujourd'hui 20% des auto-entrepreneurs. Donc c'est une population qui a tendance à se développer assez fortement, avec pour le coup des options de développement qui sont totalement différentes, puisque eux cherchent à générer un revenu complémentaire, garder un pied dans l'emploi alors qu'ils sont à la retraite, valoriser une expérience qui est souvent assez forte, puisqu'ils ont une carrière derrière eux qui est parfois très développée. Et pour cette raison-là, et pour aussi des raisons de pension qui sont parfois un peu faibles, on trouve beaucoup de seniors et de retraités. Et puis enfin, on a quelques étudiants auto-entrepreneurs qui sont là pour se créer une première expérience. On a quelques mères au foyer qui n'ont pas d'activité particulière et qui essaient de valoriser des passions ou des savoir-faire différents. Donc voilà, on a finalement une population très hétérogène autour du régime de l'auto-entrepreneur. D'accord, alors on parle de régime de l'auto-entrepreneur, on entend parfois statut de l'auto-entrepreneur. Alors est-ce qu'on peut dire les deux ou est-ce qu'il faut vraiment dire ou régime ou statut? Oui, alors c'est une très bonne question, on ne peut pas dire les deux, il y a une véritable confusion qui est née aujourd'hui autour du mot statut et du mot régime. Le statut, c'est la définition juridique de la nature d'une entreprise. On peut être en entreprise individuelle, c'est un statut, on peut être en société, c'est un autre statut, on peut être en association, c'est encore un autre statut, on peut être en SCOP, on peut être en société civile immobilière par exemple. Ça, ce sont des statuts d'entreprise. Après, il y a des régimes. Le régime, ce n'est que la définition finalement du fonctionnement fiscal et social d'une entreprise en particulier. Typiquement, dans l'entreprise individuelle qui est un statut, on a 3 types de régimes. On a le régime de l'auto-entrepreneur, qui est en réalité un régime fiscal et social micro simplifié. On a le régime micro, qui est un peu moins simplifié, comme son nom l'indique, et puis on a le régime réel. Ça, ce sont 3 régimes différents, qui ont donc un fonctionnement fiscal, social, comptable différent, mais qui s'inscrivent tous les 3 dans la même nature juridique du statut de l'entreprise individuelle. Donc, le régime de l'auto-entrepreneur, en synthèse, c'est un statut d'entreprise individuelle sous un régime micro, fiscal et social simplifié. D'accord. Alors, on l'a vu tout à l'heure un petit peu dans le paysage de l'auto-entrepreneuriat en France. Est-ce que vous pourriez nous dire qui peut adopter ce régime de l'auto-entrepreneur? Alors, en réalité, presque tout le monde peut adopter le régime de l'auto-entrepreneur. Presque tout le monde parce qu'il y a quelques exceptions à la règle, mais qui sont finalement assez minimes. On va dire 2 types d'exceptions. Une exception qui est basée sur votre activité et une exception qui est basée sur
la nature de ce que vous êtes déjà. Typiquement, un militaire, par exemple, ne peut pas être auto-entrepreneur. Un entrepreneur qui est déjà gérant majoritaire, par exemple, d'une structure en société, ou qui a déjà une entreprise individuelle rattachée à sa personne, ne peut pas créer une auto-entreprise. Donc ça, ce sont les cas d'exception liés à ce que vous êtes déjà. Ensuite, il y a les cas d'exception liés à ce que vous voulez faire comme activité en tant qu'auto-entrepreneur. Là, il y a des exceptions un peu plus larges, un peu plus nombreuses. Typiquement, vous ne pouvez pas être auto-entrepreneur et profession libérale réglementée de type notaire, huissier, avocat, officier du ministère public. Vous ne pouvez pas être auto-entrepreneur, médecin ou infirmière. C'est pas possible. Ce sont des professions médicales réglementées qui dépendent d'un ordre, de même qu'expert comptable, par exemple. Vous ne pouvez pas l'être. Vous ne pouvez pas exercer une activité liée à la TVA immobilière. Typiquement, vous ne pouvez pas faire de l'achat et de la revente de biens immobiliers puisque cette activité est liée à la TVA immobilière et que l'auto-entrepreneur étant par défaut en franchise en base de TVA, on en reparlera, c'est une activité exclue. Vous ne pouvez pas exercer une activité liée à la mutualité sociale agricole. La mutuelle sociale agricole a mis finalement ce cas d'exception parce que le fonctionnement est quand même très différent, il est basé sur des surfaces d'exploitation, etc., qui sont beaucoup plus complexes à gérer. Et par défaut, on a donc exclu l'auto-entrepreneuriat de ce champ d'activité. Globalement, c'est à peu près les grandes lignes de l'exclusion. Tous les autres peuvent donc être auto-entrepreneurs, que vous soyez effectivement retraité, demandeur d'emploi, étudiant, fonctionnaire, salarié, sans activité. Vous pouvez être auto-entrepreneur et vous pouvez exercer une palette d'activités extrêmement large, des activités commerciales, artisanales ou libérales. Donc on a bien vu qui pouvait devenir auto-entrepreneur. Alors maintenant, si on décide de le devenir, auto-entrepreneur, quelles sont les formalités à mettre en place? Alors, les formalités, et ça fait partie d'ailleurs finalement de la grande force, de la grande puissance de cette réforme créée en 2009, c'est que les formalités ont été extrêmement simplifiées, extrêmement allégées, à tel point que vous pouvez devenir auto-entrepreneur en un quart d'heure en vous inscrivant sur Internet. Le processus est assez simple. Vous vous connectez sur le site officiel du gouvernement qui est l'auto-entrepreneur.fr, l'auto-entrepreneur.fr, et vous remplissez un formulaire d'inscription, qui n'est pas une immatriculation, qui est une simple inscription au régime, dans lequel vous définissez votre nature physique et la nature de votre activité. Une fois que vous avez rempli tout ceci, vous scannez une pièce d'identité, vous validez tout ça par Internet, numériquement, et vous finalement transférez cette déclaration d'inscription à l'INSEE, qui se charge des formalités d'enregistrement de votre nature juridique et de votre entreprise, et qui vous renvoie dans les 4 semaines le récépissé INSEE avec votre numéro de SIRET. Voilà. Alors ça, c'est la règle générale, parce que malgré tout, il y a des exceptions, notamment dans les activités artisanales. Les activités artisanales aujourd'hui demandent une validation des diplômes qui fait que cette inscription ne peut pas être faite sur Internet. Vous devez déposer votre dossier dans une chambre des métiers. Et c'est la chambre des métiers qui va valider le dossier de l'auto-entrepreneur et finalement la transférer à l'INSEE. Un point très important concernant les formalités, par défaut, ces formalités sont gratuites. Ça veut dire que vous pouvez vous inscrire comme auto-entrepreneur sans rien payer. Il peut arriver dans certains cas que vous ayez besoin de conseils ou d'accompagnement pour choisir la bonne activité, celle qui correspond le mieux à votre activité, etc. À ce moment-là, vous pouvez faire appel à des prestataires d'accompagnement qui vont vous aider à remplir votre dossier. Normalement, vous ne devez pas payer de formalités administratives, c'est-à-dire qu'une chambre de métier, une CCI ou les URSSAF par exemple ne peuvent pas vous facturer une prestation de conseil ou une prestation d'accompagnement pour ce type de mission qui est une mission régalienne qui leur est confiée finalement par l'État et qu'ils doivent remplir gratuitement auprès de vous. Donc vous pouvez payer une prestation de conseil via une entreprise, mais pas une prestation auprès des pouvoirs publics finalement. Alors pour conclure donc sur le régime de l'auto-entrepreneur, je crois que vous avez un conseil pratique à nous donner. Oui, alors effectivement, les démarches sont simplifiées. Visiblement, ça a l'air effectivement comme ça extrêmement simple de s'inscrire comme auto-entrepreneur. 2 règles, ceci dit, sont extrêmement importantes à retenir. La première, c'est que si vous êtes fonctionnaire, vous devez faire appel à la commission de déontologie de votre service pour que votre hiérarchie vous autorise explicitement à exercer cette activité. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième conseil, c'est que si vous êtes salarié, vous avez effectivement un devoir de loyauté qui s'impose à vous vis-à-vis de votre employeur. Vous n'êtes pas obligé de lui demander son avis, bien entendu, mais vous devez l'informer et surtout, vous ne devez pas utiliser les moyens de l'entreprise pour exercer votre activité
personnel. Donc ça, c'est un point très important. Et puis pensez, si vous êtes salarié, à vérifier les clauses qui peuvent être inscrites dans votre contrat de travail, que sont la clause de non-concurrence et la clause d'exclusivité, qui sont des clauses rémunérées, mais sur lesquelles vous pouvez effectivement buter si vous voulez exercer une activité et pour lesquelles vous avez signé cette clause. Donc vérifiez malgré tout le contexte général dans lequel vous vous situez pour qu'à aucun moment vous n'ayez de blocage sur le développement de votre auto-entreprise. Monsieur Leclerc, merci. Donc, je crois qu'on a bien compris ce qu'est le régime de l'auto-entrepreneur. Et donc, on se donne rendez-vous dans les 5 autres modules sur ce régime pour développer son auto-entreprise et la gérer correctement. Merci. Merci.